Bonjour et bienvenue dans cette capsule Exploration où nous allons nous intéresser aux jeûnes thérapeutiques. Alors il y a eu un reportage sur Arte il y a quelques jours qui nous parle des différentes recherches qui sont faites ces dernières années sur les effets du jeûne thérapeutique sur le corps. Alors il est intéressant de constater qu'il y a un siècle déjà, Herbert Shelton, qui a supervisé plus de 30 000 jeûnes dans sa carrière, et dont le livre est disponible, et nous allons en avoir quelques extraits à l'achat, à la FNAC, où vous voulez. Et donc cet hygiéniste américain nous parle de ce qu'il a constaté au travers de sa carrière. Dans un deuxième temps, nous irons voir ce que l'on peut appeler jeûne dans le langage moderne, et donc les différents types de jeûne. Ensuite, nous ferons un petit focus sur l'autophagie et ses effets sur la peau. Donc l'autophagie, c'est ce phénomène déclenché par une période d'absence de nourriture. Là, on verra quel est l'effet sur les jeunes. Et là, on parle des adolescents ou plus jeunes. Et on aura un petit exemple du ramadan. Plus difficile d'avoir des études sur le carême. Si vous en avez, n'hésitez pas. Alors, Herbert Shelton a écrit ce livre. Il y a déjà une capsule qui en parle brièvement sur la chaîne. Et cela contient énormément d'informations sur le sujet du jeûne thérapeutique. Et je vous invite à le lire. Nous allons parcourir quelques courts extraits. Alors, commençons par ce passage qui définit ce qu'est un jeûne dans le langage d'Herbert Shelton. On fait communément un mauvais usage du terme jeûne. Je veux parler de l'emploi du mot jeûne quand il s'agit d'une diète particulière. Nous lisons et entendons parler de jeûne de fruits, de jeûne d'eau, de jeûne de lait, etc. Alors qu'il est question d'une diète de fruits, d'une diète lactée, etc. Un jeûne de fruits est l'abstinence de fruits. Un jeûne de lait est l'abstinence de lait. Un jeûne d'eau, l'abstinence d'eau. Le dictionnaire définit une diète comme une façon réglée de manger et de boire, un régime spécialement prescrit. Le menu quotidien, les victuailles, la quantité nécessaire de nourriture, les rations. Faire la diète, c'est régler ou restreindre la nourriture et la boisson suivant un régime. Manger soigneusement ou sobrement. Prendre de la nourriture, manger. Le jeûne, tel que nous l'entendons, est l'abstention volontaire et totale de tout aliment excepté d'eau. Prendre de petits repas répétés, dit le docteur Chasse, E. Page, n'est pas jeûner. On ne devrait prendre aucune bouchée, ni gorgée de quoi que ce soit, sauf d'eau, dont on devrait prendre quelques gorgées de temps à autre, selon le besoin. Nous n'employons pas le mot jeûne pour décrire une diète de jus de fruits, par exemple. Alors, l'auteur rajoute cette précision sur le jeûne. Toute bonne chose peut être mal employée, et l'on peut en abuser. Le jeûne est aussi sujet à des abus et à un mauvais emploi, tout comme on peut abuser, et on le fait souvent, de diète, d'exercice, de soleil, de rapports sexuels, etc. Il arrive fréquemment que l'on abuse du jeûne. En effet, ceux qui ne connaissent pas grand-chose au jeûne, aussi bien que ceux qui le connaissent à fond, mais qui ont mal assimilé cette connaissance, ont tendance à abuser du jeûne. Mais l'abus d'une chose n'est pas un argument contre son utilisation valable. On ne cesse pas de boire de l'eau pure quand on a soif, simplement parce que quelqu'un s'est noyé dans le lac. Et alors l'auteur nous précise aussi ce que le jeûne ne fait pas. Le jeûne ne cause pas l'atrophie de l'estomac. Le jeûne ne provoque pas l'adhérence des parois de l'estomac par resserrement. Le jeûne n'agit pas de telle sorte que les sucs digestifs de l'estomac s'attaquent à lui et le digèrent. Le jeûne ne paralyse pas les intestins. Le jeûne n'appauvrit pas le sang ni ne produit l'anémie. Il ne produit pas l'acidose, n'affaiblit pas le cœur, ni ne cause sa défaillance, ne produit pas d'œdème de malnutrition, ne produit pas la tuberculose, ni ne prédispose à son développement, ne diminue pas la résistance à la maladie, n'abîme pas les dents, n'affecte pas le système nerveux,
n'affaiblit pas les forces vitales, n'abîme aucun des organes vitaux, n'abîme pas les glandes et ne produit pas de psychisme anormal. Alors, il est intéressant de constater que les recherches récentes évoquées dans le reportage d'Arte confirment que le jeûne n'atteint pas les organes vitaux et au bout de 12 jours, il est confirmé que les muscles ont gardé leur force. Et donc l'auteur précise, selon lui, quels sont les bienfaits du jeûne. Nous ne prétendons pas que le jeûne restaure la santé, mais simplement qu'il permet à l'organisme de se guérir lui-même. Quel est donc le rôle du jeûne ? 1. Il donne un repos complet aux organes vitaux. 2. Il arrête l'absorption d'aliments qui se décomposent dans les intestins et qui ensuite intoxiquent le corps. 3. Il vide les voies digestives et les débarrasse des bactéries de putréfaction. 4. Il donne aux organes d'élimination l'occasion de mettre leur travail à jour et il facilite l'élimination. 5. Il rétablit la chimie physiologique normale et les sécrétions normales. 6. Il favorise la désintégration et l'absorption des déchets, excrétions, effusions, dépôts, tissus malades et excroissance anormale. 7. Il rajeunit les cellules et tissus et il régénère le corps. 8. Il permet la conservation et la recanalisation de l'énergie. 9. Il augmente les pouvoirs de digestion et d'assimilation. 10. Il éclaircit et fortifie l'esprit. 11. Il améliore le fonctionnement général du corps. Et il termine en disant que chacune de ces affirmations a été entièrement prouvée au cours de ce livre. Alors voyons ensuite cette étude parue dans Nutrients de 2021, les effets de la restriction calorique sur la durée de vie et la résistance à l'insuline. Et alors on va voir différentes manières d'effectuer des jeûnes. Alors les auteurs nous disent qu'étant donné que l'incidence des maladies chroniques non communicables, non contagieuses, est en augmentation, eh bien, des approches préventives deviennent de plus en plus cruciales. Alors, dans cette étude, les effets de différentes manières de faire du jeûne sont évalués. Donc, on va avoir principalement la restriction calorique et une autre manière de faire, les diètes qui induisent la fabrication de cétones, ces fameux petits éléments énergétiques qui nous intéressent au plus haut, étant donné qu'ils semblent très efficaces pour le corps. Et alors, cette partie-là va inclure le jeûne intermittent, la diète cétogène classique et la diète imitant le jeûne. Il est possible que ce soit cette diète qui ait été évoquée dans les recherches contre le cancer, dans le reportage d'Arte d'ailleurs. Et ensuite, on a la diète cétogénique à très basse calorie. Et pour finir, le fameux régime méditerranéen qui est ici appelé la diète méditerranéenne cétogénique espagnole. Alors les auteurs nous précisent qu'une emphase spéciale a été placée sur la résistance à l'insuline, étant donné que c'est un élément central du syndrome métabolique. Alors les auteurs commencent à dire que le fait de faire une restriction calorique, c'est l'intervention la plus robuste connue pour augmenter la durée de vie et la santé, de manière générale. Et il pourrait y avoir un intérêt à mettre en place ce type de régime pour les jeunes en pleine santé aussi. Mais les études ne montrent pas de preuves suffisantes pour montrer qu'il faut faire ça de manière long terme. Alors, la diète classique cétogénique est efficace pour la perte de poids et
la gestion du syndrome métabolique. Le régime méditerranéen, lui, est extrêmement bénéfique à tout point de vue, au niveau paramètres métaboliques. Et les études montrent des bénéfices qui ne sont pas consistants du côté de l'intermittent fasting. Donc, à confirmer. Alors, au début de l'étude, les auteurs nous disent que le jeûne est un sujet qui est revenu au centre des discussions, ainsi que la nutrition, et on pourrait même aller jusqu'au microbiote intestinal, qui est de temps en temps évoqué sur cette chaîne. Il est devenu assez clair pour les chercheurs aujourd'hui que des intestins en bonne santé sont une base pour être de manière générale en bonne santé. Alors, commençons par la restriction calorique. Donc diminuer de 25 à 30% l'apport en calories tous les jours. Et donc les auteurs nous disent que cette pratique permet d'améliorer des facteurs hormonaux et métaboliques multiples. Ceux-ci sont notamment impliqués dans la genèse des maladies associées à l'âge, mais aussi les cancers et autres. De plus, cela permet de prévenir et d'inverser les effets dommageables de l'accumulation de graisse et contre l'obésité, l'hypertension, la dyslipidémie et le diabète de type 2. Et les auteurs nous disent que la résistance à l'insuline est clairement impactée par ce régime calorique, par cette restriction calorique associée avec de l'exercice. Alors ensuite, on parle des différentes diètes induisant la création de cétones. Et donc il y a deux manières de faire. On réduit les carbohydrates au minimum et on mange plus de gras. Alors c'est la diète classique, cétogénique, et la diète qui imite le jeûne. Et une autre manière qui est le jeûne intermittent, qui est de réduire la période pendant laquelle on mange. Alors les auteurs nous disent que le consensus international établit les carbohydrates comme étant la base de la pyramide de la nourriture pour avoir une nutrition menant à une bonne santé. Les auteurs ne sont pas d'accord et montrent que les diètes induisant la production de cétones mènent à une meilleure santé. Ça maintient la masse musculaire, ça augmente la perte de gras, ça réduit l'appétit et autres bénéfices. Au contraire des diètes qui sont basées sur les carbohydrates, qui mènent à un risque élevé de développer des maladies comme le diabète, l'hypertension et le cancer. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de très intéressant. Ce sont ces fameux carbohydrates. Ouais. Typiquement, tout ce qui est grains, farine, sont des choses. Il faut manifestement faire attention. Alors ensuite, on a une autre manière qui est le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui est pratiqué de manière assez ancienne, sous différentes formes, notamment par les religions. Et donc, c'est une abstinence volontaire ou une réduction de quelque ou de toute nourriture, boisson, ou les deux, pendant une période qui peut aller de 12 heures à 3 semaines. C'est même d'ailleurs un peu plus dans le cas du ramadan. Et il est vrai que l'on constate qu'il y a un regain de popularité autour de ces pratiques. Et alors ici, sur ce tableau, quelques exemples de jeûnes intermittents qui peuvent être réalisés. Alors on va avoir, à la première ligne, on a donc le jeûne intermittent
avec 14 heures, 10 heures. Donc 14 heures sans nourriture et 10 heures avec nourriture. Alors on a aussi le Time Restricted Feeding, 12 heures sans nourriture, 12 heures avec nourriture. Il y a le Alternate Day Fasting. Un jour on mange rien et un jour on mange quand on veut. Après le Alternate Day Modify Fasting. Donc là un jour on mange moins et les autres jours on mange ce qu'on veut. Il y a aussi le Periodic Fasting. Des jours on mange pas. Et si l'on revient aux définitions d'Herbert Shelton, là on aurait une ligne verte complète sur plusieurs jours. Alors il est intéressant de voir que les auteurs nous parlent de cette fameuse horloge circadienne, c'est-à-dire le rythme que l'on peut avoir par rapport au soleil. Et donc nous disent que si l'on n'est pas aligné avec ce rythme circadien, eh bien au bout de 3 jours seulement, la résistance à l'insuline augmente. Et à cela, on peut ajouter que manger à n'importe quelle heure a des impacts sur le corps. Et notamment que la qualité du sommeil a un impact sur le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal peut avoir des impacts sur votre physique et votre mental. Donc d'après les auteurs, il vaut mieux manger dans la journée plutôt que la nuit. Alors on a aussi la Very Low Calorie Ketogenic Diet. Et donc cette diète cétogène très basse calorie. Et ça a l'air d'être adapté aux personnes qui seraient obèses. Et donc on a la Société italienne d'endocrinologie, qui formulait des recommandations basées sur des preuves pour l'utilisation de ce type de régime dans différentes situations cliniques. Essentiellement l'obésité, éventuellement liée avec des diabètes ou autres maladies. Ensuite, on a cette diète qui imite le jeûne. Et donc c'est basé sur des plantes et le but est d'atteindre un effet comme un jeûne. Et donc les auteurs nous disent que ce type de régime permet en 3 cycles de 5 jours, donc pendant 3 mois, ça réduit le poids et autres problèmes liés au poids, sans effets secondaires qui a été reporté. Et une autre étude a même constaté, au-delà de la perte de poids, des inflammations réduites, une incidence réduite du cancer et des lésions au niveau de la peau. Et donc les auteurs là nous font une petite liste d'études récentes qui ont montré les bénéfices du jeûne comme stratégie anti-cancer. Et les auteurs nous disent même que, au-delà de tuer les cellules cancéreuses, cela renforce les cellules normales. Alors ensuite, les effets de cette diète induisant la production de cétones, clairement, les cétones ont un impact neuroprotecteur. Et donc, cette diète cétogène pourrait être utile en cas de sclérose, d'Alzheimer, de Parkinson et autres maladies liées aux mitochondries. Alors, on va avoir ici, par exemple, la liste des études qui ont constaté une réduction des symptômes d'Alzheimer après avoir fait une diète cétogène. Il faut cependant faire attention avec les vieilles personnes, étant donné qu'il pourrait y avoir un risque de malnutrition dès le départ. Alors en conclusion, les auteurs nous disent et nous rappellent que la restriction calorique reste l'intervention la plus robuste, mais que l'on peut s'intéresser à d'autres types de stratégies nutritionnelles en fonction des bénéfices attendus. Ce sont aussi peut-être des régimes qui sont plus faciles à mettre en place en fonction de ce que l'on veut faire.
Les auteurs ajoutent que quand on veut maximiser l'efficacité de la restriction calorique, il faut faire de l'exercice avec. Et l'inverse étant vrai, faire de l'exercice seulement peut ne pas suffire. Et alors pour finir, les auteurs nous disent que le paradigme qui a guidé les prescriptions diététiques et le travail des scientifiques dans les dernières décennies, basé sur la pyramide alimentaire, 50 à 60% de carbohydrates et des restrictions lipidiques, pour la prévention de maladies cardiovasculaires, diabète et autres, peuvent constater qu'aujourd'hui, ils ont éventuellement tort, et qu'ils donc vont avoir à changer et à s'adapter aux preuves les plus récentes, qui montrent que ce n'est pas une bonne manière de se nourrir. Et donc les auteurs invitent les dirigeants publics à pousser ce message qui serait d'augmenter le pourcentage de graisses non traitées, animales ou végétales, dans des proportions appropriées. Et les auteurs terminent en nous disant que, et cela rejoint des constatations déjà faites dans d'autres vidéos sur cette chaîne, que le régime méditerranéen, appelé ici espagnol, eh bien, donne de très très bons résultats en termes de santé. Alors, une autre étude de 2023, les avances dans la nutrition, où l'on nous parle de restrictions caloriques et de jeûne. Et les auteurs s'intéressent ici aux possibles effets négatifs de mettre en place un régime de restriction calorique pendant un temps trop long. Et alors en conclusion, ces auteurs nous disent, confirmant l'étude d'avant, que la restriction calorique ou le jeûne intermittent peut apporter des protections au corps, que ce type de pratique exercée dans différentes religions par des individus jeunes ou moyennement âgés peuvent être faits sans effet secondaire majeur, mais en conclusion quand même, il faut faire attention aux effets secondaires d'un jeûne intermittent, étant donné qu'on manque un petit peu de données et surtout ça peut être fait de manière assez différente. Donc attention à la mise en place prolongée de ce genre de choses. Autre attention particulière qu'il faut avoir à la fin de cette étude, et que l'on peut avoir aussi en écoutant le reportage qu'il y a eu sur Arte il y a quelques jours, ce serait l'utilisation de médicaments qui induiraient l'autophagie. Alors, de manière générale, quand on essaie de déclencher des fonctionnements du corps de manière extérieure, c'est-à-dire sans utiliser les manières classiques, eh bien, on s'expose à des effets de bord ou des effets secondaires. Et c'est donc un risque. Il faudra donc être extrêmement prudent si ce type de médicament apparaît sur le marché. Et voilà. Et pour finir, ce petit tableau qui montre les effets de la restriction calorique et ça descend au niveau biologique. On va pas rentrer dans le détail, évidemment, ici. Alors, une autre étude, autophagie, où l'on remonte en 2010, et les auteurs nous parlent de ce jeûne court terme qui induirait une autophagie neuronale, de manière profonde. Et donc les auteurs qui s'intéressent aux problèmes ou aux maladies neuronales, eh bien, nous expliquent que la restriction calorique ou le jeûne sporadique, comme ils le disent, est un moyen peu cher, simple et sécurisé
pour mettre en place cette réponse neuronale thérapeutique. Donc les auteurs nous expliquent ici que, par exemple, l'autophagie peut avoir un rôle dans le développement. C'est-à-dire que le non-fonctionnement de l'autophagie pourrait avoir un rôle dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Et donc il y a eu des recherches de fait sur des médicaments qui pourraient réguler l'autophagie neuronale, notamment dans le système nerveux central. Et ici, les auteurs donnent la preuve qu'il n'y a pas besoin forcément de médicaments, mais simplement mettre en place des restrictions alimentaires court terme. Et donc les auteurs nous disent qu'ils constatent clairement une augmentation de l'autophagie au niveau des neurones, et donc nous parlent de cette espèce de nettoyage au niveau cellulaire que fait le corps. Et donc nous redisent en conclusion que ce serait une manière facile de se nettoyer le cerveau, et ce qui pourrait être un moyen soit de réduire des maladies existantes, soit de faire de la prévention sur des problèmes neuronaux. Alors les auteurs nous disent aussi de faire attention, étant donné que les études dans les cerveaux des rats ont montré qu'une famine chronique pourrait inhiber l'autophagie. Et donc là, ça pourrait abîmer les neurones. Donc short-term fasting, c'est-à-dire le jeûne court terme, oui. Les famines chroniques, non. Alors une autre étude de 2018 qui regarde les effets du jeûne ou de la restriction calorique sur l'induction de l'autophagie, revue de la littérature. Alors en termes de highlights, les auteurs nous disent que l'autophagie est un mécanisme de protection cellulaire, housekeeping, nettoyage, pour éliminer les organelles endommagés, les protéines qui ont des soucis, et les pathogènes. Donc la modulation de l'autophagie devient une cible thérapeutique potentielle pour un certain nombre de maladies. Et comment déclencher l'autophagie de la manière la plus simple? Eh bien, c'est soit le jeûne, soit la restriction calorique. Voilà, alors là, c'est une étude payante, donc on n'a pas toute l'étude. Et on peut constater que les auteurs montrent, ou nous disent, en conclusion, que ça améliore la santé. Alors, une étude de 2022 qui a fait en sorte que nous allons nous intéresser d'un peu plus près à ce qui se passe au niveau de la peau avec l'autophagie. Alors, il faut quelques semaines pour que 100% des cellules de votre peau soient renouvelées. Et donc, quand l'autophagie est déclenchée dans le corps, ça a un effet assez rapide sur la peau, contrairement aux os, il leur faut 3 ans, je crois, ou les poumons, c'est 6 mois. La peau, c'est plutôt dans les 4 semaines. Et donc, l'autophagie, c'est la naissance et la mort de vos cellules, qui est un phénomène qui est en permanence en train de se dérouler dans votre corps, est accéléré, et les effets se voient plus facilement sur la peau. Et alors, dans cette étude, les auteurs nous disent qu'il y a un lien inextricable entre l'autophagie et les désordres au niveau de la peau. Alors en termes de problèmes de peau, on va avoir le staphylocoque aureus, infection de la peau. On va avoir le groupe A, streptocoque. On va avoir des virus de l'herpès. On va avoir le papillomavirus. Bon. Et on tombe sur Candida albicans. Oh, intéressant. Candida albicans, ce micro-champignon bien connu sur cette chaîne, et qu'on a aussi identifié comme étant potentiellement responsable de l'acné. Et pas le seul. Et donc l'autophagie, qui est un mécanisme non inflammatoire pour éliminer les pathogènes et les cellules mortes, eh bien, est utilisé apparemment dans le cas du psoriasis.
Alors on a aussi l'érythématose lupus systémique, vitiligo, atopique dermatitis. On va voir l'autophagie et le cancer de la peau. Là on parle de carcinome, cellules carcinome de peau squameuse, de mélanome. Alors, ça remonte à un petit souvenir d'un ami dont le père était dermatologue et j'ai fait l'erreur de parcourir quelques pages des livres. Il faut avouer que les problèmes de peau que l'on peut développer, ou que ce soit au niveau des doigts de pied ou ailleurs, alors à l'époque, l'hygiène n'était peut-être pas ce que l'on a aujourd'hui. Et quand je dis à l'époque, c'était il y a quelques dizaines d'années. On pouvait tomber quand même sur des cas assez incroyables. Et alors, en conclusion, les auteurs nous disent qu'il y a de plus en plus de preuves que l'autophagie joue un rôle significatif dans la genèse des maladies liées à la peau. Et ça va même jusqu'au cancer de la peau, c'est-à-dire que le dysfonctionnement de la machinerie autophagique permet à des pathogènes ou autres problèmes de créer des dysfonctionnements qui mènent à des maladies inflammatoires de la peau ou les maladies auto-immunes de la peau. Alors les auteurs précisent quand même que dans le cadre des cellules cancéreuses, l'autophagie, ou plutôt la déficience de l'autophagie promeut la progression des tumeurs, alors qu'une autophagie qui fonctionne permet aux cellules cancéreuses de survivre. Cette dernière partie est peut-être à prendre avec des pincettes, étant donné que ce sont éventuellement des conditions d'évaluation qui sont faites en parallèle d'un traitement. Alors une autre étude, Burns and Trauma, Oxford, de 2022, l'autophagie et la guérison des blessures de la peau. Alors les auteurs nous expliquent que la guérison d'une blessure est un processus biologique complexe, avec de multiples étapes et impliquant des types de cellules multiples. Et alors clairement, les chercheurs ont confirmé que l'autophagie joue un rôle essentiel dans la guérison des blessures, et spécialement dans la phase inflammatoire, avec un effet anti-infection et de modulation de la réponse inflammatoire, pour éviter qu'il y ait une inflammation excessive qui pourrait abîmer les tissus. Et donc les auteurs vont chercher à comprendre cette relation entre l'autophagie et la guérison des blessures au niveau de la peau. Et donc les auteurs concluent en disant que l'autophagie joue un rôle important, aimerait bien pouvoir développer des médicaments qui pourraient l'induire pour avoir des stratégies pour guérir plus facilement de certaines blessures. Alors c'est intéressant parce que ça fait penser au comportement des animaux, tout simplement, qui, lorsqu'ils sont blessés, vont se mettre dans un coin et ne pas bouger, et ne pas manger jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Alors une autre étude de 2018, Frontiers in Immunology, l'autophagie est vitale pour la fonction barrière de la peau. Alors la peau est une barrière protectrice, clairement, elle est organisée de manière assez complexe, avec beaucoup de choses, beaucoup de bactéries qui se baladent dessus, beaucoup de facteurs extérieurs à gérer, régulation de la température, de l'humidité, ainsi de suite. Et notamment résistance à l'exposition infectieuse. Alors la peau, pour faire son travail, s'appuie sur beaucoup de mécanismes, et notamment des mécanismes qui vont
enlever les cellules mortes sans alarmer le système immunitaire. Et donc, on va dire que le maintien en condition opérationnelle de toute cette peau demande un équilibre, une balance dans la régulation immunitaire. Et si cet équilibre est bousculé, le système immunitaire peut partir dans tous les sens. Et alors les auteurs vont s'intéresser ici de plus près à la peau. Alors la peau, c'est l'épiderme, le derme, l'hypoderme. C'est une sacrée machinerie. Alors on la voit ici d'un peu plus près, dans un statut normal, au repos, ou dans un statut activé, endommagé. Et on peut voir qu'il y a plein de cellules différentes qui vont avoir leur rôle. Et en dessous, on a l'explication, enfin une vue du processus d'autophagie. Alors l'autophagie va faire partie de beaucoup de processus de ce système peau. Et alors là, on va avoir ce tableau qui nous liste les différentes cellules qui sont dans cette peau. Et liés à ce type de cellules, les processus de ces cellules qui font appel à l'autophagie. Et donc, si l'on prend les mélanocytes, eh bien, les processus de production de mélanine, de protection contre les UV, de vieillissement ou de problèmes dus au stress oxydatif, eh bien, ces mélanocytes, dans ces processus, ont besoin de l'autophagie. Voilà, et puis là, on retrouve la réparation des blessures que l'on évoquait dans l'étude précédente. Donc là, les auteurs nous disent que l'exposition de la peau à des pathogènes ou à des UV ou à une blessure fait que cette peau déploie des mécanismes de défense et l'autophagie fait partie de ces mécanismes de défense. Alors la peau peut avoir des infections fongiques comme par exemple Candida albicans, qui lui va carrément au niveau cellulaire, à l'intérieur. Eh bien, intracellular clearance of C. albicans, c'est-à-dire le nettoyage de ce micro-champignon au sein de la cellule, dépend, entre autres, de l'autophagie. Alors, on nous parle aussi de diabète de type 1 ou de type 2, et les auteurs nous disent que, clairement, l'autophagie et la mitophagie sont défectueuses dans les patients diabétiques. Alors en conclusion, les auteurs nous disent que la pléthore de cellules spécialisées qui sont utilisées par la peau fait qu'il faut s'en occuper correctement et donc permettre l'évacuation des cellules endommagées et maintenir l'inflammation à des niveaux raisonnables. Alors les auteurs nous disent qu'il y a encore des recherches à faire, mais qu'il est intéressant de creuser aussi l'interaction qu'il pourrait y avoir entre les cellules de la peau et le microbiote. Alors si vous allez sur la vidéo sur l'acné, sur cette chaîne, vous verrez que des chercheurs font le lien clairement entre les intestins et la peau. C'est le fameux axe intestin. D'autres chercheurs, d'ailleurs, font des liens entre l'intestin et le cerveau, entre l'intestin et le foie, et ainsi de suite. Mais passons. Alors, cette étude de 2020, qui nous vient du Brésil, mise à jour des dermatoses parasitaires. Alors, on ne va pas aller dans le détail de cette étude. C'est simplement pour noter que les maladies parasitaires liées à la peau peuvent être causées par des insectes, des vers, des coloentérates ou des protozoaires.
Et c'est pour cette partie protozoaire qu'on regarde un petit peu cet extrait, étant donné que Toxoplasma gondii, par exemple, qui est un protozoaire parmi d'autres, est bien connu sur cette chaîne. Et donc c'est pour montrer que les pathogènes qui peuvent générer des problèmes de peau sont nombreux. Alors, pour finir, nous allons parler un petit peu de la diète dans l'adolescence, dans le jeûne intermittent chez les jeunes, et puis on va voir l'exemple du ramadan sur les fonctions cognitives des jeunes garçons. Alors aborder ce type de sujet avec des adolescents est assez compliqué, étant donné que c'est déjà assez compliqué dans leur tête à eux. On sait aussi qu'ils sont très influencés par leur environnement, qu'ils peuvent être aussi fragiles de ce côté-là. Et d'après des données canadiennes récentes, la moitié des adolescents, donc de 12 à 18 ans en Ontario, seraient mécontents de leur poids. Alors on va avoir ici une liste de facteurs individuels, familiaux, environnementaux ou autres, qui mènent à un comportement hors de contrôle en termes de diète ou de poids chez les adolescents. Alors, les recommandations de la Société pédiatrique canadienne, c'est d'abord de suivre le guide de nourriture, mais ensuite de décourager les diètes, le jeûne, rater des repas ou des suppléments diététiques pour atteindre une perte de poids. Et il faut prévenir les adolescents de faire attention à des schémas de perte de poids qu'on essaierait de leur vendre comme des pilules, des shots de vitamines ou des remplacements de repas. Deuxième recommandation, dire aux adolescents de faire du sport. Il est recommandé aussi de faire un suivi de ce que font les filles adolescentes dans cette période-là. Et éventuellement de mettre en place un suivi de ce qui est fait, afin de les alerter si jamais il y a des comportements qui ne vont pas dans le bon sens. Et leur insister sur le fait qu'il y a une grande différence entre le poids que l'on devrait avoir et le poids que l'on voudrait avoir. Et donc attention à des visées cosmétiques qui seraient irréalisables. Et les auteurs nous disent que généralement, quand il y a des problèmes de comportement au niveau de la nourriture, c'est qu'il y a autre chose derrière qui ne va pas. Et donc, aussi leur dire qu'il y a des risques pour la santé à se faire vomir soi-même, à utiliser des laxatifs, des pilules ou faire des diètes un peu violentes. Voilà, donc on sait que les adolescents ont tendance à être mal dans leur peau. C'est une période. Et c'est pas une raison pour que ça devienne une maladie, évidemment. Alors, on passe sur cette étude, on arrive sur cette étude qui est en préprint 2024. Donc c'est une étude qui n'a pas encore été revue au moment où on la commente. Mais c'est une étude ici qui va essayer de voir ce que disent les autres études. Donc ici on a 39 études avec 731 participants de 15 à 25 ans qui ont fait des jeûnes intermittents. Et donc la plupart des études rapportent qu'il y a de manière significative une perte de poids. Il faudrait aller regarder exactement ce qui a été fait comme jeûne, évidemment, et quel est l'état de départ, parce que quand on est en surpoids, c'est plus facile d'en perdre. Et donc les auteurs, dans leur discussion, nous disent que ça peut être une approche intéressante, mais étant donné la diversité des méthodologies et la diversité des jeûnes intermittents possibles, c'est difficile d'avoir des conclusions claires sur leur efficacité. Et ici, on parle d'adolescents et de jeunes adultes. Voilà, donc si on revient sur l'étude d'avant, ça amène un petit peu à la prudence.
Après, on peut se baser sur des historiques aussi pour essayer de comprendre ce qui pourrait être bien et ce qui pourrait être pas bien au niveau des jeunes. Alors on se rappelle que les docteurs aiment bien dire aux parents de ne pas nourrir tout de suite leurs enfants lorsqu'ils sont malades. On va aussi citer Herbert Shelton, qui nous dit que faire un jeûne de manière très courte, jeûne complet, et sans danger à tout âge, mais qu'au-delà de 85 ans, me semble-t-il, à vérifier, peut-être 75, mais il faut faire attention aux conditions, évidemment, de la personne avant de faire ce genre de choses. Et alors, ce dernier document, pour compléter, les effets du ramadan sur les fonctions cognitives chez les jeunes garçons, donc une étude de 2024, journal de médecine en Libye. Donc rappelons rapidement le principe du ramadan qui est de ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil. Alors, un petit aparté, ça me remonte un souvenir. Et je dis merci à Marwan et Yaya à l'époque qui m'avaient fait goûter toutes les tous les gâteaux, tout ce que leur grand-mère leur avait donné pendant qu'ils faisaient le ramadan, et je les avais un petit peu accompagnés, on va dire plutôt le soir, pour les aider à écluser le stock qu'ils avaient. Et donc ça donne à réfléchir et à en discuter avec d'autres musulmans là-dessus. Il est vrai que on a tendance à faire, on va utiliser le terme de bombance le soir, lorsqu'on n'a pas mangé ni bu de la journée. Mais il y a quand même beaucoup de musulmans qui m'ont expliqué que le principe du ramadan n'était pas de manger tout ce qu'on pouvait le soir, mais c'était au contraire de manger de manière frugale, afin de maintenir cet état de jeûne dans le temps. Alors du côté du carême, c'est un peu plus compliqué, parce que les instructions sont c'est un petit peu le grand écart, c'est-à-dire qu'on doit faire des efforts d'un côté, mais sans avoir d'instructions particulières, à part quelques-unes, vraiment très faibles. Et de l'autre côté, on va avoir Jésus qui nous explique que faire 40 jours de jeûne dans le désert, voilà. Donc difficile d'avoir plus d'informations du côté chrétien, mais du côté musulman, on va donc avoir cette étude. Voyons voir ce qu'elle nous dit. Alors cette étude a été faite sur 24 enfants en bonne santé, âgés de 12 à 13 ans. Et donc ces enfants ont été testés sur le temps de réaction face à un choix, et autres types de tests pour vérifier que les fonctions cognitives étaient toujours correctes. Et donc, les auteurs nous disent qu'il n'y a pas d'impact sur ces temps de réaction, c'est-à-dire que cela suggère la préservation des fonctions cognitives telles que la prise de décision ou la vitesse d'absorption des informations. Et alors en conclusion, les auteurs nous disent que faire le ramadan n'a pas impacté la performance à l'école de ces enfants. Voilà. C'était donc une capsule d'exploration du côté du jeûne thérapeutique et autres types de privation ou de modification de nourriture. Le jeûne est un domaine fascinant. Mettre le corps au repos afin qu'il se répare plus facilement, c'est simple. Et alors pour finir, revenons sur ce livre d'Herbert Shelton, qui, je le rappelle, a supervisé plus de 30 000 jeûnes dans sa carrière. Donc le jeûne, assez facilement trouvable et fascinant, avec énormément de détails qui viennent de son expérience. Clairement, si vous posez des questions sur le jeûne thérapeutique, ce livre aura probablement une réponse détaillée. Merci de votre écoute et à bientôt.